commencer. Bonjour tout le monde, merci de participer à ce webinaire sur le design de service. Alors je reconnais certains noms qui ont déjà assisté à nos formations et aussi des nouveaux. En tout cas, merci d'être présents. Alors pour les personnes qui assistent à des webinaires de Technologia pour la première fois, si jamais vous devez quitter en cours de route, sachez que ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur le site de Technologia, sur SlideShare et sur YouTube, qui est pas mal propagé. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine du numérique, du design d'expérience numérique. J'ai commencé il y a longtemps à travailler sur des interfaces avec vraiment sur des logiciels et des technologies très obsolètes. Et puis, je me suis découvert un talent pour le design. Le web est arrivé. Et, bref, on a parcouru vraiment beaucoup de chemin depuis. Et donc, depuis, je travaille à peu près sur toutes les technologies et de produits et de services que vous pouvez imaginer. Ma passion est toujours là pour les humains. J'ai toujours cette passion. Je trouve que dans le métier qu'on fait, on fait un métier vraiment fantastique. On apprend à tous les jours. Donc, c'est un métier vraiment passionnant. Et quand on peut arriver à améliorer la vie des gens ou la changer, ben là, c'est le top du top. Donc, rapidement, d'où je viens. Moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle YouCentric, pour les personnes qui ne le connaissent pas, il y a bientôt 14 ans. C'est une entreprise basée à Montréal et donc c'est une entreprise qui vise à aider les organisations à mieux concevoir le design de leurs expériences et de leurs services. Chez Technologia, nous offrons 3 niveaux de certification UX. Là, je vous passe mon petit message dès le début, comme ça après on parlera d'autres choses. C'est 3 certifications de niveau international et ces certifications-là sont données par 13 partenaires partout dans le monde. D'ailleurs, en ce moment, il y en a une qui vient d'être terminée à Singapour. Donc, c'est des formations, évidemment, qui visent à vous initier à tout ce qui touche à l'expérience utilisateur, qui est quand même un domaine très, très, très large. Maintenant, si on parle de notre webinaire de ce jour, le design de service. Alors, je vais essayer de passer d'essayer de passer toute ma matière, un espace de peut-être 45 minutes, 50 minutes, et puis garder des questions pour la fin. On va parler donc du design de service, quelques exemples de design de service qui sont intéressants. Parmi cette boîte à outils du design de service qui est vraiment énorme, on va élaborer un petit peu plus sur le blueprint. Puis qu'est-ce que c'est que cette profession de design de service? Comment est-ce qu'on devient un designer de service? Et puis ensuite, je prendrai vos questions à la fin. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je répète que si vous quittez ce webinaire en cours de route, il sera disponible dans quelques jours sur le site de Technologia, SlideShare et YouTube. Alors, tout d'abord, je vous invite à un petit sondage. C'est vraiment histoire que je sente un petit peu qui vous êtes à l'écoute. Et si je vous demande quel est votre degré de connaissance du design de service? Est-ce que vous connaissez le design de service? Est-ce que vous ne le connaissez pas? Est-ce que vous avez une vague idée? Ou est-ce que vous êtes déjà familier avec le concept? Donc, je vous invite à répondre. On va attendre un petit peu et je vous invite aussi à répondre à la seconde qui est deuxième petit sondage. D'après vous, est-ce que le design de service et l'expérience utilisateur, c'est la même chose? Vraiment, ne soyez pas gênés de répondre. Pour moi, c'est important que j'ai une idée un petit peu de à qui je m'adresse aujourd'hui. Moi, je ne vois plus la caméra. Hein? Oui, la caméra est gelée, alors on va simplement parfait. laisser tomber la caméra. Parfait, parfait. Donc, on va regarder un petit peu vos réponses en temps réel. Quel est votre degré de connaissance et est-ce que le design de service et l'expérience utilisateur, c'est la même chose? On attend encore un petit peu. À un moment donné, je dois avoir quelque chose qui va apparaître à l'écran. Non. Allez voir, ça ne sera pas long. Vous pouvez continuer à répondre. Il y en a qui disent non, non, c'est pas la même chose. Il y en a qui disent
Bon, on dirait que tout le monde dit que le design de service et l'expérience utilisateur, c'est pas la même chose. Voilà les questions, les réponses qui apparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on a? On en a à peu près, voilà, 26-27% qui ne connaissent pas. Il y en a à peu près 35, un petit peu plus, qui ont une idée. Et puis, 15% à peu près qui sont familiers. Bon, ben c'est parfait parce que c'est un cours d'introduction, donc vous êtes au bon endroit. Et puis, d'après vous, est-ce que le design d'expérience et l'expérience utilisateur, c'est la même chose? Alors, attendez voir, voilà, j'y vais, je les remets. Et moi, j'aurais tendance à dire, non, c'est pas tout à fait la même chose. Le design de service, en fait, couvre l'entièreté de l'expérience, comme vous allez le voir, ce qui est au front-end, mais aussi beaucoup ce qui est au back-end. Okay? Donc, évidemment que l'expérience utilisateur, on va la travailler, mais le design de service couvre vraiment beaucoup plus large. Fait que là, on va terminer le sondage et on va continuer avec la présentation. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, est-ce qu'on me voit à l'écran? Parfait. Okay. Alors, on va commencer d'abord tout de suite par, avant de définir qu'est-ce que c'est que le design de service, on va juste parler un petit peu sémantique. Là. C'est quoi la différence entre le produit et le service? Hein? Il y a toujours une ambiguïté par rapport à ça. Donc, si on regarde la définition, je dirais, officielle du service, hein, on dit que la définition, plutôt du produit, on dit que le produit, généralement, en conception de produit, en design de produit, ça implique fabriquer quelque chose de concret, quelque chose de tangible que les gens peuvent posséder. Bon, par exemple, une voiture, un vélo, un livre, etc. Puis si on regarde la définition du service, et là, vous ne pourrez pas lire ce qui est à l'écran, puis c'est vraiment fait exprès parce qu'il y a énormément de définitions du service. On parle autant du service à un client, comme un ensemble aussi d'obligations des citoyens envers l'État, comme servir son pays, comme une fonction domestique, comme même la célébration du vin. Mais moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est tout en haut, c'est-à-dire que le service est une prestation liée à l'exploitation d'un produit tangible et intangible. Vraiment, donc là, on parlait d'un produit qui était tangible, mais là, on parle d'un produit qui est intangible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si donc le tangible, c'est le produit genre corporel qu'on peut toucher ou posséder, qu'est-ce que c'est que l'intangible? Qu'est-ce que c'est qu'un produit intangible? Ben, si par exemple on imagine que, mettons, je prends un taxi, la voiture, c'est tangible. Le service de taxi, quand je suis dans le taxi, c'est un service, il me semble. Et puis, si je réserve avec l'app, est-ce que avec l'app iOS ou Android, est-ce que c'est un service tangible ou intangible? Là, il y a vraiment une fine ligne. Hein? Puis je dois dire que dans la classification des industries, quand on parle de l'industrie de services, on parle toujours de produits intangibles, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'avec avec l'arrivée du numérique de ces 20 dernières années, que en fait, le produit tangible et intangible est pas aussi strict que ça, surtout parce que la majorité des produits maintenant sont numériques. Donc, c'était pour la petite couverture sémantique. Moi, ce que j'ai remarqué dans l'industrie, c'est que quelquefois, à l'intérieur des entreprises, on va dire qu'on est en train de créer un nouveau produit, mais du côté du client, c'est souvent un service. Et dans la majorité des cas, c'est un service. Okay? Donc, voilà pour la petite histoire de la sémantique. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça. Je dirais que tangible et intangible, on a toujours un service à rendre à une clientèle, qu'importe si ce soit physique ou numérique ou abstrait. Donc, quand on parle de design de service, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de normes qui est mise en place pour concevoir l'expérience utilisateur d'un service. Quand on crée un produit, il y a vraiment beaucoup de normes, de processus, de normes de qualité, etc. Mais on voit que dans le service, surtout quand on parle d'expérience, il n'y a pas grand-chose qui est encore normé. Donc, quand on parle de service, on parle de quel service? On va parler de quand vous enregistrez pour votre vol, c'est un service. Quand vous envoyez de la marchandise, quand vous
Même le ramassage des ordures, c'est un service qui est offert aux citoyens. Donc, on est entouré de services à la journée longue et on se pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que les services sont aussi mal conçus? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de frustration de la part des clients? Mais comme je le disais, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'efforts qui est mis sur l'expérience. On va mettre beaucoup d'efforts sur les processus en arrière, mais pas beaucoup sur le front-end, c'est-à-dire ce que le client voit. Je peux prendre mon expérience personnelle où il y a encore 2 semaines, j'ai appelé un service de télécom parce que j'étais vraiment pas contente de ma facture, tout simplement. Et, j'ai parlé à 2 personnes sur le chat parce que je pensais que le chat allait aller beaucoup plus vite. Finalement, mon problème n'a pas été résolu. Il a fallu que j'appelle 2 personnes, donc un agent et ensuite son superviseur, pour arriver à une résolution, et le tout en 54 minutes. Ça, c'est vraiment inacceptable aujourd'hui. Donc, et je ne suis pas la seule à vivre ce genre de frustration. Vous avez sûrement des idées et des expériences aussi à partager. Juste pour la petite histoire, si on regarde les statistiques des plaintes officielles au niveau des fournisseurs de télécom au Canada l'an passé, on remarque, et puis je ne nommerai pas de nom, que certains fournisseurs sont en baisse, mais que certains autres, il y a eu une hausse de 22% des plaintes officielles. Donc ça, c'est une situation inacceptable, c'est une situation qui fait du tort à la marque et à l'organisation. Si je vous pose la question, savez-vous qui conçoit les services dans vos organisations? Est-ce que c'est les analystes d'affaires? Est-ce que c'est les gens de TI? Est-ce que c'est les gens qui travaillent en planification stratégique? Est-ce que c'est au marketing que ça se passe? Est-ce qu'il y a des designers d'expérience qui vont concevoir les services? Ce que je peux dire, c'est que chacun y participe, me dit Louis. Ah, OK, plusieurs équipes. Parfait. C'est ça, c'est que les services sont généralement conçus en collaboration, mais est-ce qu'il y a des designers d'expérience qui participent à la conception de ces services? S'il y en a qui veulent envoyer quelques réponses, ça m'intéresserait. Moi, ce que je vois dans l'industrie, c'est que rarement les designers d'expérience sont sollicités. Donc, si on regarde la définition de qu'est-ce que c'est que le design de service, en fait, le design de service, c'est l'activité de planification. C'est encore un domaine, je dirais, peu connu, qui n'est pas nouveau, mais qui est peu connu. C'est l'activité de planification et d'organisation des gens, parce qu'on parle vraiment aux gens. Et on va voir que ce n'est pas juste les gens externes, les clients externes, mais c'est aussi les clients internes. On planifie, on organise les gens, les infrastructures, les communications, les composants matériels, évidemment, qui vont aider à soutenir ce service, sa qualité et toutes les interactions qu'on va avoir entre ce fournisseur de services et les clients. Donc, quel talent il faut pour concevoir un service? En fait, appliquer les méthodes de design de service nécessite une connaissance très large. C'est pour ça qu'on peut généralement pas être tout seul et que, comme vous l'avez bien indiqué, que c'est un travail d'équipe. La collaboration est vraiment très, très, très important. C'est même un facteur clé. Il faut avoir une connaissance en design de produits, de services, des communications, des interactions, des opérations, de la culture aussi, de la structure de l'organisation, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir améliorer ou changer un service, il va y avoir un impact direct sur l'organisation, sur les processus et sur les gens qui travaillent dans l'organisation. Donc, c'est assez rare, je dirais, d'avoir tous ces talents-là. En tant que designer d'expérience, évidemment, ce qui est important, c'est de connaître la conception d'expérience, mais aussi d'avoir cette empathie pour les usagers. C'est vraiment important et c'est ça qui fait qu'en première ligne, les gens vont tout de suite s'apercevoir si l'expérience est bonne ou pas.
des talents d'ethnographe pour bien comprendre les usages, les tâches, les besoins des gens, les frustrations, leurs espoirs et ainsi évidemment que les processus. On parle souvent d'analyse de tâches, on parle d'analyse de processus mentaux. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de très grande collaboration. Et d'ailleurs, les entreprises qui mettent en place ce genre d'approche, en général, évidemment, voient une valeur ajoutée très, très, très grande en retour. Donc, le design de service met l'accent sur quoi? Met l'accent sur les gens, sur l'ensemble de l'écosystème et tous les points de contact. Quand on travaille souvent au niveau juste d'un produit, on va s'intéresser à l'écosystème de ce produit-là. Mais quand on travaille en design de service, on va vraiment plus loin. On regarde les clients externes et internes, c'est-à-dire quels sont les gens qui sont impactés, je ne sais pas si c'est très français, par ce service, les tâches et les rôles que les usagers doivent effectuer, les interactions avec le service, les relations avec les personnes, les lieux, les artefacts qui vont être utilisés, les processus évidemment, et l'impact sur l'organisation. Donc, c'est assez important. Je vais juste faire un petit retour en arrière ici. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, évidemment, on appelait ça l'ergonomie des interfaces. Hein? Et puis, donc, ça remonte à vraiment très, très, très longtemps. Mais l'ergonomie des interfaces existe encore. Il y avait deux branches dans l'ergonomie. Il y avait l'ergonomie physique, qui était le poste de travail des opérateurs, et puis l'ergonomie des interfaces. Donc, quand on travaillait au niveau des interfaces à l'époque, on travaillait beaucoup sur les interfaces qui avaient rapport avec le travail et avec les processus. Donc, à l'époque, pour les gens qui ont des formations en ergonomie, parce que je pense que ces cours se donnent toujours, on était habitué à faire des analyses de tâches, des analyses de processus, des analyses du travail mental, etc. Avec l'arrivée du web, de tous les aspects d'utilisabilité et surtout d'accès à un grand public à Internet, sont arrivés, en plus de tout ça, des principes d'utilisabilité et des règles de meilleures pratiques d'interface pour créer des systèmes utilisables et accessibles. Avec l'expérience utilisateur, on a commencé à couvrir un petit peu, vraiment pas mal plus large, tout l'écosystème. On a regardé la culture, l'environnement, le contexte d'usage, les activités, les points de friction, où est-ce qu'il y a des points de friction, puis comment est-ce qu'on peut arriver à les débloquer, et évidemment les émotions. Quand on parle du design de service, ben là, l'écosystème est encore plus large, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez à l'écran s'ajoute, hein, on ajoute plus. Puis quand on arrive au niveau du design de service, ben là, on se rend compte qu'on a un impact sur l'organisation aussi. Donc, c'est là où c'est un petit peu différent de juste l'expérience utilisateur. Le design de service, pour votre information, existe quand même depuis pas mal d'années. Le mot design de service n'a pas été inventé par les designers d'expérience. Hein. Il existe une norme qui s'appelle la norme ITIL, et d'ailleurs qui est enseignée chez Technologia, et qui en fait s'occupe des processus. C'est une norme extrêmement normée, beaucoup de processus, c'est une norme internationale, c'est l'adoption des bonnes pratiques par une entreprise pour permettre d'assurer un service à la clientèle de qualité. Évidemment, on ne parle pas trop du front-end, on parle vraiment du back-end, du service à la clientèle, du temps de réponse et des processus internes. Mais c'est quelque chose qui existe. Et pour les gens qui travaillent en design, d'expérience, de service, c'est important de connaître tous ces modèles-là et ces normes-là. Il y a un livre aussi qui est sorti en 2014 d'un professeur qui enseigne dans une université américaine. Et lui a sorti un processus qui s'appelle le PCN, qui est le Process Chain Network. Ce qui est différent, je dirais, par rapport à ITIL. Évidemment, il parle aussi beaucoup de processus, de procédures clés. Il parle aussi d'évaluer la proposition de valeur. Pour les gens qui ont suivi le niveau 2, par exemple, de la certification UX, on parle beaucoup du Value Design Proposition. Et cette proposition de valeur amène une notion d'innovation
qui n'est peut-être pas toujours là dans utile, mais encore là, il ne s'agit pas de l'un contre l'autre, hein, il s'agit vraiment de l'un avec l'autre. Et on commence à aborder les humains un peu, mais pas énormément encore, hein. Mais on aborde l'aspect d'innovation et aussi l'aspect stratégique que ces changements vont avoir sur l'organisation. Quand on parle du mot design de service que nous, les designers, on connaît, cette discipline-là n'est pas récente. En fait, c'est en 1991 que le design de service a été introduit à l'Université de Kohl comme vraiment dans le cadre d'un cursus en Allemagne. Donc, ça remonte pas mal de temps. Et en 2001, il y a 2 grandes entreprises britanniques de design de service qui ont vu le jour. Et le design de service, le Service Design Network, qui est le réseau des gens qui travaillent, des professionnels et des universitaires qui travaillent dans le domaine du design de service, a été créé en 2004. Donc, vous voyez que c'est pas arrivé hier, hein? Mais la pratique n'est pas encore là. La pratique n'est pas là partout. Elle n'est surtout pas là au Québec, malheureusement. Il y a évidemment beaucoup d'universités dans le monde qui l'enseignent et souvent ça parle du design industriel. Au Canada, c'est pas tout à fait là encore. Il n'y a aucune université vraiment qui l'offre de façon formelle. On espère que ça va voir le jour bientôt. Donc, on a un réseau qui s'appelle le Service Design Network, qui est le réseau mondial de cette association. Mais depuis décembre dernier, en fait non, depuis l'an passé, il y a un réseau canadien qui s'est créé, qui s'appelle donc le réseau du design de service au Canada. Il y a eu la première conférence qui a eu lieu à Toronto au mois de décembre dernier, vraiment une conférence extraordinaire, où là on a pu voir toutes ces centaines de personnes au Canada qui font des initiatives absolument incroyables en design de service. Ainsi qu'au gouvernement du Canada, où il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'introduire le design de service au niveau des différents ministères et de s'assurer par là même aussi d'amener l'innovation. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous verrez que vous avez des liens ici qui le dirige, mais il y a eu une réunion justement hier de 3 personnes qui vont s'occuper un petit peu plus du réseau au Canada et ils vont créer bientôt un espace Facebook, donc le lien Meetup à un moment donné va disparaître. Donc si on parle du design de service, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qui a changé depuis ces dernières années? Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer le design de service? Mais comme vous le savez, les avancées technologiques, là, vraiment, vont très, très, très vite. Le numérique est partout. Il y a une multiplication des points de contact. Les interactions sont variées. Elles doivent être fluides, hein, d'un dispositif à l'autre, d'un espace à l'autre. C'est devenu un lien constant, rapide et continu avec le client. Et surtout, on est dans l'ère du client et du service. Ben oui, là, on en revient au service. Fait qu'il est impossible d'ignorer aujourd'hui l'importance de bien concevoir les services. Pas juste les produits, mais les services. Fait que lorsqu'on parle de concevoir les services, ben, un des problèmes qui est lié à la pauvre qualité des services, je dirais, vient du fait que les entreprises sont encore structurées en silos, malheureusement, avec très peu de flexibilité au sein de toutes ces organisations. La majorité des organisations, comme vous verrez par la gauche, pensent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, s'ils parlent d'adopter un nouveau produit, par exemple, un nouveau service, par exemple, ils vont commencer par regarder les systèmes. Ensuite, ils vont créer des interactions, arranger un peu les processus, je dirais tweaker les points de contact et ils vont s'intéresser aux expériences quand il va être un petit peu trop tard. Nous, l'approche qu'on préconise, c'est l'approche inverse de la pyramide inversée. Mais je vous pose la question, dans un petit sondage pour vous, dans vos organisations, quelle approche est privilégiée? Est-ce que c'est la A ou la B? Fait que je vais attendre
de vos nouvelles. Wouhou, le A est vraiment en train de prendre le haut du panier, un petit peu le B, mais vous voyez que pour implanter le design de service aujourd'hui, on fait face à cette difficulté, qui est qu'on ne commence pas par les expériences. Fait que là, je vois qu'on est à plus de 61%, etc. Donc, c'est à ce problème-là qu'on fait face aujourd'hui. Merci, on va terminer le sondage et retourner à la présentation. Donc, idéalement, quand on travaille en design de service, évidemment, on veut l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est commencer par les expériences, s'assurer de mettre en place cette pyramide inversée, travailler sur l'expérience, commencer à valider ce que les gens veulent et quel genre d'expérience, quel genre de contact ils veulent avoir avec votre organisation, quel genre d'interaction, à partir de quelles interactions pour faciliter cette conversation. On commence la conversation et ensuite on adapte les processus et les systèmes. Alors, on pourrait poser la question, est-ce que les entreprises, les organisations sont alignées aujourd'hui avec les vrais besoins des clients? Et on se rend compte, en fait, on note d'ailleurs qu'il y a un fossé, un énorme fossé entre les intentions des entreprises, c'est-à-dire que tout le monde dit vouloir offrir une expérience extraordinaire, hein. Mais la réalité fait que c'est pas vrai, qu'en général, il va y avoir beaucoup de barrières à mettre en place cette expérience extraordinaire. Et c'est souvent dû, évidemment, à un problème de processus, à un manque de flexibilité, aussi à un manque d'agilité. Okay? Donc, l'accent doit être mis au niveau des organisations sur une planification plus agile, une planification plus à court terme, mais en ayant évidemment cette vision à long terme. Elles vont avoir besoin de comprendre mieux les clients. Elles doivent aussi aligner les besoins d'affaires aux besoins des clients. Et ça, on le fait très bien dans le design de service. Livrer aussi la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée pour le client? Et le retour sur investissement doit se faire sur la valeur aussi des produits et des services clés pour maximiser l'expérience externe, des clients externes, mais aussi des clients internes. S'il y a de la frustration à l'interne, ça ne marchera pas mieux. Donc, c'est quand même un travail important à faire. Et le design de service vise à combler ce fossé. Elle est appliquée vraiment partout et dans tous les contextes. D'ailleurs, même dans les expériences, par exemple, d'un suivi de dossiers patients, etc. Je vais vous donner quelques initiatives qui sont faites dans le monde et qui sont intéressantes. Il y en a beaucoup. Si vous allez sur le site du Service Design Network, vous allez voir qu'il y en a énormément. Moi, celle que je trouve intéressante au niveau gouvernemental, au niveau international, c'est l'initiative du gouvernement britannique, hein, parce que depuis 2010, le gouvernement a vraiment mis en place une politique d'intégration des services numériques axés vraiment sur l'approche du design de services aux citoyens, avec un programme qui vise à répondre aux demandes des citoyens. Si vous écoutez les conférences, puis il y en a beaucoup qui sont disponibles sur YouTube par rapport au Government Digital Service, et vous voyez sur la slide qu'il y a vraiment un site complet qui explique qu'est-ce que c'est que le design de service, puis comment est-ce qu'ils l'ont implémenté. Si on parle de retour sur investissement, sachez que depuis que le design de service fait vraiment partie de l'ADN, je dirais, du gouvernement britannique, ils ont pu calculer qu'ils ont sauvé 1,7 milliard de livres. Ils ont économisé en prenant le pari du design de service. Donc, quand on mesure le retour sur investissement, on est toujours gagnant. Et il faut mesurer. Évidemment, dans notre métier, si on ne mesure pas l'impact, on n'est pas capable de vendre le design de service. L'autre initiative que je trouve très intéressante et qui est plus proche de chez nous, c'est celle des services publics de la Colombie-Britannique qui sont vraiment extrêmement en avance sur tout le monde et qui, eux, ont vraiment décidé de revoir tous les services publics avec une approche très, très centrée sur les humains.
Leur but, c'est, et vous le voyez à l'écran, c'est d'offrir aux citoyens un excellent service qui va être fiable, qui va être facile à utiliser, que ce service soit en mode libre service, toute confiance, etc. Et on parle donc du citoyen, mais on parle aussi de travailler sur les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire ceux qui vont répondre aux services aux citoyens. Donc, de donner au personnel de première ligne aussi tous les moyens dont ils ont besoin et de permettre aux gestionnaires aussi, donc ceux qui sont en troisième ligne et qui supervisent tout ça, de s'assurer qu'ils aient des politiques et des réglementations durables et aussi responsables. Fait que pour moi, c'est une des initiatives gouvernementales que je trouve absolument extraordinaire. Les principes qui régissent les services publics en design de services de la Colombie-Britannique, alors c'est vraiment incroyable. C'est commencer avec les expériences et les besoins des citoyens. Yeah! Ça c'est vraiment, merci pour cette déclaration. Concevoir avec les gens et pas uniquement avec eux. Ça c'est extraordinaire. Ça prône l'approche participative. Hein? Concevoir avec les gens, donc pas uniquement avec eux, créer des artefacts visuels et tangibles pour partager et favoriser la vision commune. Bon, ben, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire montrer où on s'en va, être très transparent, montrer the big picture, là, la vue macro et ce qui est rarement fait. Et dites-nous pas à pas où est-ce qu'on s'en va. Alterner de la vue macro à la vue détaillée et donc adresser l'entièreté de l'architecture du service, de la réglementation à la livraison, en première ligne. Donc, quand on a une vision globale du service, on peut y aller à petits pas, par une approche itérative, on change les choses, on valide avec les usagers, les citoyens dans ce cas, les clients externes donc, et internes, et on continue pour arriver à une excellence de service. Donc, je tiens à mentionner que ce webinaire ne se veut pas politique, mais plus inspirant par rapport à l'exemple de la Colombie-Britannique. Et il y a une autre initiative qui est super intéressante aussi, où là, c'est encore plus innovant, c'est innover en matière de justice, donc changer le système de justice. Wow! Donc, c'est créer un nouveau centre, ils ont créé un nouveau centre d'innovation pour donner accès aux ressources et à l'expertise pour soutenir justement ces projets et faire en sorte d'améliorer la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Donc, une super initiative aussi. Dans le domaine du privé, je vais vous donner un exemple, par exemple, de Dutch Telecom, que vous voyez à l'écran, et qui a obtenu le prix du design de service de 2016, relativement au changement culturel et systémique du secteur privé. Ça, c'est une entreprise quand même qui offre un service mobile, entre autres, à 156 millions de clients dans le monde. Hein. Donc, faire une démarche comme ça, c'est pas mince, c'est très documenté. Il y a des vidéos de l'expert en design et en changement et en transformation qui a travaillé sur le projet, ainsi que toute l'équipe qui était vraiment énorme. Parce que quand on parle de projets dans le monde comme ça, il y a évidemment l'aspect international qui est vraiment très, très important. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce designer, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont utilisé une approche qu'il appelle bipolaire. Fait que je trouve ça bien intéressant. Il dit qu'ils ont travaillé à la fois de haut en bas et de bas en haut. Et de façon concrète, donc, ils ont impliqué et réussi à inspirer tout l'exécutif, d'accélérer la connaissance chez les cadres, dans les équipes, d'avoir des pôles d'incubation au niveau de l'organisation pour s'assurer qu'il y avait une transition qui se faisait très bien au niveau des employés. Il y a des chiffres qui vont avec ça. Là encore, c'est des millions qui ont été économisés en mettant ça en place. Évidemment, ça prend du temps, mais on voit que c'est payant. Donc, si j'en viens à notre design de service, comment on fait ça? Bien, l'activité clé du design de service est de faire converger les activités que les gens souhaitent vivre avec les points de contact qu'on appelle visibles de l'organisation et les processus internes de celle-ci. Alors, ces processus sont souvent non visibles et ces processus vont en fait venir soutenir les gens. Donc, l'approche en design de service, je dirais que ce n'est pas très différent du processus de solution numérique, mais il est plus large, évidemment, il est plus complexe
Et donc, ça nécessite, comme je le disais tantôt, une plus grande connaissance et une équipe donc qui est très calée en aspect organisationnel, en communication, en interaction, en gestion du changement. Évidemment, des habiletés d'écoute aussi, parce que pour pouvoir changer ça du côté expérience client, il va falloir formaliser les tâches et bien comprendre tout ce que font les gens aujourd'hui, et rêver de comment est-ce qu'on aimerait qu'ils les fassent demain. Donc, il y a des outils qui sont quand même relativement connus, comme l'analyse des tâches et des flows. Ça, pour les gens qui ont étudié en ergonomie des processus, c'est quelque chose qu'on connaît. Ça, c'est une page qui se veut de mauvaise qualité, là, qui a été prise sur Google, juste en tapant analyse de tâches, task analysis et flow. Évidemment, il y en a d'autres comme les personas, comme la cartographie de l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au blueprint, qui est un des outils qu'on utilise dans le design de service. Si vous tapez blueprint, c'est à peu près ce qui sort sur Google. Donc, vous voyez, il y a énormément d'exemples de modélisation. Ce qui est intéressant avec le blueprint, c'est qu'il permet de visualiser tout l'écosystème. Et on ne pourra pas aller très en détail parce qu'à un moment donné, il va falloir s'en aller plus, rattacher des flows, etc. Mais il permet de créer la vision de l'expérience qu'on veut concevoir. Donc, pour créer un blueprint, en fait, il faudra bien définir le problème qu'on veut résoudre. Hein, je pense que c'est la première chose à faire. Ou le processus qu'on veut changer, ou améliorer, ou la nouvelle stratégie d'expérience qu'on veut créer. Écoutez évidemment toutes les voix, c'est-à-dire pas juste la voix de l'utilisateur final, mais la voix des clients internes, des gens à l'interne, la voix des affaires, la voix du marché, la voix de la technologie. Hein. Savoir analyser les tâches, les stratégies, les tâches, les processus, les expériences actuelles du service afin de détecter les freins et aussi de forger des nouvelles expériences. Donc, je vais vous proposer, c'est comme une petite histoire finalement que je vais vous raconter. On va imaginer qu'on veut cartographier, par exemple, à l'aide d'un blueprint, l'écosystème, mais une petite partie de l'écosystème parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'une expérience de la salle d'attente aux urgences. Hein. Je pense que tout le monde a dû vivre ça au moins une fois dans sa vie. Donc, on imagine vraiment de très bas niveau qu'on a 3 profils de clients. Pour les besoins de ce webinaire, on va en isoler un. On va imaginer que c'est une famille, évidemment, qui vivent en fait la situation suivante. Ils ont une enfant qui, c'est dimanche en fin d'après-midi, et puis l'enfant fait de la fièvre, il s'inquiète et il surveille un petit peu pour voir si la fièvre baisse, mais si ça s'aggrave ou pas. Mais finalement, ils sont inquiets, donc ils décident d'appeler le service d'InfoSanté, mettons. Alors évidemment, c'est un cas imaginé. Hein? Alors, si on commence le blueprint, qui est la représentation de l'écosystème et de l'expérience, vous verrez que je l'ai découpé en quelques morceaux, en quelques tâches, vraiment. Évidemment, à chaque tâche, il y aurait beaucoup de sous-tâches, hein, mais je suis vraiment restée à très haut niveau. C'est très schématique. Donc, le scénario commun serait que la fièvre montre, mettons, vous appelez InfoSanté pour savoir quoi faire. Vous parlez à quelqu'un, souvent c'est une infirmière hein, qui vous dit de surveiller et que si vraiment ça continue à monter, ben, peut-être il va falloir aller faire un tour aux urgences. Donc si on regarde le parcours, finalement ces gens-là décident d'aller aux urgences. Ils prennent leur auto pour s'y rendre, ils cherchent un stationnement, ils prennent un numéro en arrivant, ils attendent leur tour. Ils s'enregistrent et finalement, ils finiront par parler peut-être à quelqu'un, un infirmier, une infirmière. Ça, toute cette partie-là touche ce qu'on appelle l'expérience client. Donc, c'est vraiment toute la partie visible hein, de ce blueprint. Pardon. Donc, c'est tout ce qu'on voit. Nous, on va détailler tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce que la personne va toucher au niveau de l'expérience. On décrit le parcours. On continue avec
avec toujours sur ce qui est visible aux usagers. Ben là, on va regarder en fait, c'est quoi les interactions que ces gens-là vont avoir avec les services. Puis, on va voir que ben, si la personne va vouloir appeler Info Santé, ben, il va falloir en fait trouver le numéro déjà. Donc, peut-être que le numéro va être sur le frigo, mais peut-être que ces personnes vont chercher sur le web, le numéro d'Info Santé. Ensuite, ils vont l'appeler probablement à partir d'un cellulaire. Lorsqu'ils vont se rendre aux urgences, peut-être qu'ils vont utiliser leur cellulaire pour se géolocaliser. Arrivé sur place, il va falloir qu'ils se stationnent quelque part et qu'ils détectent qu'ils sont au bon endroit. En rentrant, il va falloir qu'ils prennent un numéro, qu'ils repèrent leur numéro. Ensuite, il va falloir qu'ils attendent, évidemment. Lorsque ça va être leur tour, il va falloir qu'ils donnent leur carte d'assurance maladie ou la carte de l'hôpital. Probablement qu'il faut à nouveau attendre. Et finalement, en bout de ligne, ils vont parler à quelqu'un. Okay? Ce genre d'expérience est toujours traité au niveau processus, mais rarement au niveau de l'expérience qu'on vit. Si vous pensez aux expériences qu'on vit lorsqu'on va dans une salle d'attente d'urgence, on voit bien qu'il n'y a jamais eu de travail qui a été fait vraiment là-dessus. Hein. On nous fournit la base, mais c'est tout. Donc, au niveau toujours de cette ligne de visibilité, bien là, on va regarder c'est qui les gens qui sont impactés, encore, excusez l'anglicisme, par les services. Bien, quand notre petite famille va appeler Info Santé, ils vont parler à quelqu'un. Et ces personnes-là, en fait, n'importe quel changement qu'on va faire au niveau de la ligne du haut qui concerne le front-end, ce que les clients voient, ben, il va y avoir probablement des conséquences sur son travail. Lorsqu'ils arrivent sur le stationnement ou à l'entrée, ils vont parler avec un gardien. Généralement, il y a un gardien de sécurité qui leur indique où aller et qui peut-être des fois juge aussi de l'état d'urgence du problème. Lorsqu'ils vont donner leur carte, ils vont encore parler à quelqu'un. Donc, dans cette ligne-là, ce qu'on regarde, c'est quels sont les gens avec qui nos clients, nos usagers vont parler. Donc, ils vont parler avec quelqu'un qui va être devant son ordinateur, puis ils vont encore attendre, et puis ils vont finalement finir par parler à une infirmière. Maintenant, si on continue notre démarche un petit peu plus loin, ben, on se pose la question, quels sont les éléments, les artefacts qui vont être impactés par le service? C'est sûr que lorsque on va appeler un numéro de Info Santé, on va appeler une centrale, on va appeler un système de réponse vocale. Donc là, on commence à toucher à des artefacts physiques, mais encore avec qui on est en contact. Okay? Quand on va arriver sur le stationnement de l'hôpital, bien, à ce moment-là, on va devoir payer le stationnement. Lorsqu'on va attendre, il va falloir s'asseoir. Donc, il va falloir prévoir une buvette, une poubelle, des toilettes, etc. Donc là, on est passé de l'expérience client à l'expérience des gens qui sont impliqués dans le service et à la ligne de visibilité ici entre ce qu'on appelle l'avant-scène et l'arrière-scène. Et quand on tombe dans l'arrière-scène, et c'est là où c'est important de comprendre les processus et d'être entouré de gens qui les comprennent, là, on va voir que l'impact va se faire sur les produits, sur les opérations, sur les processus, sur l'organisation tout entière, sur la structure et évidemment sur la culture. Lorsqu'on fait des changements en design de service, ça a un impact sur la culture. Donc, voilà en gros ce que c'est qu'un blueprint. Là, c'est comme un peu stretché, là, je l'ai fait un peu rapidement, mais j'espère que vous arrivez mieux à mesurer l'impact du travail d'un designer de service. Ici, je regarde justement en parlant de changement de culture, l'initiative de la Colombie-Britannique. Mais si vous regardez la culture qu'ils ont aujourd'hui et la culture qu'ils veulent, c'est absolument, moi je suis vraiment enthousiasmée par ce qu'ils essayent de faire. Parce que si vous regardez, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est remettre le risque, c'est mettre un facteur risque beaucoup plus important qu'il y a aujourd'hui. Et pour faire un changement, bien, il faut prendre des risques.
Si vous regardez aussi au niveau des processus, aujourd'hui, c'est centré processus. Ils veulent mettre ça, ils veulent faire ça centré client. Ils veulent s'assurer que la collaboration est là. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment une initiative à saluer. Donc, quand on parle de culture, bien évidemment, il faut qu'on mesure le niveau de maturité de l'expérience. Ça, c'est clair. Il existe pas mal de modèles qui sont sur le marché et qui sont disponibles sur Internet. Nous, on en a créé un qui s'appelle le CX Monitor et qui vise à mesurer, en fait, 6 dimensions et qui nous semblent importantes. Des dimensions de... On va regarder c'est quoi la gouvernance, on va regarder la flexibilité des processus. Si on veut changer quelque chose en ligne de visibilité en front-end, mais que les processus ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas. On regarde comment le design de produits et de services est réalisé, la stratégie globale, la connaissance des clients et par là même, évidemment, l'impact que ça aura sur la culture de l'entreprise et de l'organisation. Donc, qui va bâtir le blueprint? Ben, on en a beaucoup parlé tantôt, plein de monde. Là. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Vous aurez accès à ce webinaire, donc vous pourrez le regarder en ligne. Mais si on termine par regarder la profession de service designer. Alors, si on cherche ici service designer au Québec, il n'y en a pas beaucoup, même pas du tout. Si on regarde au Canada, à Toronto, il y a des postes de service designer qui sont affichés. Si on regarde en Grande-Bretagne, regardez, là, vous tapez service designer Grande-Bretagne, il y a plein de postes qui sont affichés. On est encore très en retard par rapport à ce métier-là. Mais si vous regardez aussi dans d'autres secteurs, ça, c'est une description du rôle d'un service designer, par exemple, qui est cherché en Norvège. Donc, vous voyez que c'est un rôle extrêmement stratégique. Hein? La réflexion globale, elle fait vraiment partie de ce métier-là. Et puis, si vous regardez un petit peu plus loin, il y a aussi des service designers utiles. On les appelle des service designers aussi. Donc, c'est vraiment pas... c'est 2 types de designers, mais 2 types de designers qui ne travaillent pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est ça qui est important de se rappeler. Donc, pour terminer cette présentation, quels sont les avantages d'intégrer une approche réfléchie en design de service? Ben, c'est payant. Là, je vous donne trois raisons. C'est englobant. Hein, vraiment, ça permet de développer la vision, la stratégie globale d'un service en aidant les organisations, évidemment, à être beaucoup plus axées, centrées sur leurs clients et à améliorer la qualité. C'est inclusif. On parle à tout le monde. C'est collaboratif. Tous les gens qui ont un rôle dans ce processus doivent être présents. Et c'est un levier absolument extraordinaire pour augmenter la notoriété de la marque et de l'organisation et par là même avoir un retour sur investissement important. Donc, je vous ai mis quelques références que vous pourrez aller voir. Puis, je vais prendre les questions maintenant. Je vous montre juste une dernière slide avant qu'on se quitte avant les questions pour vous dire que donc, les cours utiles sont offerts chez Technologia, ainsi que dans le niveau 2, on aborde le design de service dans UXPM et que pour le niveau 1, Technologia, pour les dates du 24 et 25 avril, offre une réduction de $100. Et que je vais reprendre vos questions s'il y en a. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voyons voir. Est-ce que vous en avez? Faut-il absolument avoir le niveau 1 pour faire le niveau 2 dans vos formations? Mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de votre connaissance. Si vous êtes déjà un designer UX, si vous connaissez, si vous êtes familier avec les aspects cognitifs, avec l'utilisabilité, avec la recherche utilisateur, la création de personas et les parcours utilisateurs, vous pouvez passer un petit examen de qualification pour voir si vous êtes accessible au niveau 2. Est-ce qu'il y en a d'autres? UXPM, c'est quoi le lien avec le design de service? Alors, pour travailler en design de service, on a besoin de comprendre c'est quoi l'expérience utilisateur, mais plus que l'expérience utilisateur au niveau de l'interface. Et les gens font souvent une
une erreur en disant « moi je suis un designer UX », mais en réalité ils font du design d'interface. Les certifications UX-PM couvrent vraiment un spectre très 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 large de qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur au niveau d'un écosystème global. Commencer par quand les dirigeants de l'entreprise ne sont pas très empathiques envers les utilisateurs externes. Oui, ça c'est un problème. Ça se fait par différentes façons. Et puis, on le sait parce que ça va faire 14 ans qu'on évangélise au niveau du centré. Commencez par des lunch and learn. Commencez par créer des petites initiatives à l'interne avec très peu de risques, mais avec un gros impact, hein, vraiment les quick wins. Quelquefois, vous pouvez commencer aussi juste en améliorant un petit point d'utilisabilité, un petit point de friction. Mesurer, parce que si vous ne mesurez pas, vous ne pourrez pas vraiment convaincre qu'il y a vraiment un retour sur investissement à faire ça. Donc, commencez petit avec des quick wins. Quelqu'un d'autre? Comment s'y prendre au Blueprint quand une livraison d'un service comprend plusieurs profils? OK. Exemple, offrir un service de... oui. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est au moment où vous allez créer vos personas que vous allez déterminer d'un, si ça vaut le coup d'en avoir plusieurs, hein, parce que si c'est les mêmes tâches, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs personas. Mais si vous avez plusieurs personas et qui ont des rôles et des tâches et des processus différents, oui, il faudra faire des blueprints différents, ça c'est clair. Autre chose, je regarde. Pour une organisation aussi grosse qu'un ministère, par exemple, comment approcheriez-vous ça? Comment faire? Ben, je pense que pour un ministère, je pense que la volonté doit venir d'en haut. Hein. Je pense que la volonté des citoyens, elle est là. Avec un ministère, moi, je commencerai par des points de friction. Ça, c'est clair, de commencer à réduire les points de friction, commencer à faire l'analyse de la problématique et s'assurer aussi que le service en première ligne est un service auquel on peut toucher. Okay? Il y a plusieurs aspects. On regarde quels sont aussi les quick wins, parce que c'est ça, surtout si ça ne vient pas d'en haut d'une volonté avec des budgets aussi et du temps de disponible aux ressources, hein, parce que c'est ça le problème. Hein. Je me rappelle que quand on avait travaillé au niveau d'un point de service au niveau de la Régie des rentes du Québec, qui était le centre d'appel, il y avait vraiment une volonté d'améliorer la qualité du service, qu'on avait commencé par faire de l'écoute, tout simplement. De relever toutes les listes de friction et de commencer à faire de l'écoute et de voir comment les gens travaillaient aussi. Donc, pour ce qui est d'un ministère, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une volonté d'en haut, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des initiatives pareilles à l'interne pour trouver des quick wins. Quelqu'un d'autre? Commencer avec l'expérience, y a-t-il un danger de se retrouver avec la réticence au changement? Certain. Je pense que c'est surtout, oui, évidemment. Je dirais que ce qui est intéressant dans les grandes organisations, c'est que souvent, il y a des gens qui travaillent en gestion du changement. Ces gens-là doivent devenir vos alliés à tout prix, parce que ce sont eux qui connaissent tous les méandres de l'organisation et ils connaissent tous les gens. Donc, en fait, c'est très important d'être leur allié, de leur expliquer qu'est-ce que vous voulez faire et de commencer par des petits bouts, par exemple, par des petits bouts à changer. Assurez-vous aussi que lorsque vous changez quelque chose qui n'est pas risqué pour l'organisation, qui n'est pas problématique, que vous mesurez bien l'impact du changement que vous venez de faire, parce que des fois, il y a un effet domino, hein, qui fait que vous changez à un endroit et vous devez vous assurer qu'il n'y a pas une vague de mécontentement qui va se faire ailleurs. C'est pour ça qu'on a besoin de faire cet écosystème du début. Est-ce qu'il y a d'autres? Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai bien apprécié cette intégration. Bon, ben, je suis très contente que vous ayez aimé cette présentation.
Et puis, comme je vous le disais, elle va être disponible dans quelques jours sur le site de Technologia, sur SlideShare et sur YouTube. Et puis, je vous souhaite vraiment de super expériences en design de service. Merci, à bientôt.